Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler de questions terminologiques quant à l'identité dans les jeux vidéo, plus précisément d'identité ethnique, telles que mise en place par des personnes extérieures à ces dites identités. Bon, étant donné que c'est un sujet qui peut être délicat et que, bien que j'ai fait parler à des experts, j'ai fait beaucoup de recherches et que c'est mon sujet de travail, je sais que certaines personnes, je ne connais pas toutes vos expériences de vie, mais ça peut vous toucher, vous ou des proches. N'hésitez pas, si vous avez un malaise, à quitter la salle ou à venir me poser des questions à la fin. Il n'y a pas de problème et il n'y aura pas de gêne par rapport à ça. Mon but, c'est de partager ma réflexion et mon travail, pas de vous faire sentir mal, évidemment. Donc, sur ce, cette communication va se baser sur une réflexion par rapport à mon sujet de thèse où je me suis rapidement heurté à un problème quant aux questions identitaires qui sont au centre du sujet. Mon but est ainsi de vous amener avec moi pour comprendre le cheminement que j'ai suivi, les raisons derrière celui-ci et partager mes conclusions, car je juge qu'elles peuvent être utiles non seulement à moi, mais à plusieurs autres, ou même servir comme base pour d'autres idées ou d'autres suggestions, d'autres discussions. Bref, la forme de cette communication va changer un petit peu par rapport aux présentations que je fais à l'habitude pour ceux qui me connaissent et va être beaucoup plus libre. Oui, j'ai choisi mon colloque en conséquence. Donc, premièrement, on va commencer avec le fait que, pour le contexte, le sujet de ma thèse porte sur l'histoire des représentations vidéoludiques des espaces urbains ethnicisés et minorisés liés aux communautés identifiées comme chinoises et africaines et porte sur un corpus de 87 jeux qui inclut ces espaces. On reviendra plus tard sur les mots qui sont en jaune parce qu'ils sont un peu au centre de la présentation. Le laser ne fait absolument rien, donc j'utilise ne vous inquiétez pas. Donc, dans tous les cas, mon sujet d'étude porte sur les espaces vidéoludiques qui s'inspirent ou reprennent des lieux comme les quartiers chinois, les voisinages afro-américains, les Little Haïti, les Little Asia, etc. Il y en a de plusieurs types et de plusieurs noms qui sont regroupés à l'intérieur. Et on se focus sur des jeux qui les mettent en avant de manière un peu plus ouverte et qui les identifient de manière un petit peu plus ouverte, quoique tout le temps des espaces gris un peu où est-ce qu'on a beaucoup d'indices mineurs, mais on n'a pas d'indices majeurs de l'identité qui est liée. Une des raisons pourquoi j'en parlerai pas aujourd'hui, mais un de mes chapitres est dédié aux zones grises entièrement dans mon mémoire, dans ma thèse plutôt. Donc, un des problèmes avec ce sujet-là est que ça porte sur une vaste quantité d'identités différentes, dont l'appellation peut être variée ou même devenir réducteur et réductrice dans les jeux, autant pour les espaces que ces populations. Il faut ainsi choisir la bonne terminologie et les justifier pour bien étudier le sujet. Il y a plusieurs obstacles qui sont présentés assez rapidement par rapport à ça. Premièrement, à un niveau plus général que les jeux vidéo, le langage identitaire change d'une période et d'un contexte culturel ou personnel à l'autre, ce qui est très normal. Notre contexte, notre vie culturelle, notre époque change, le langage change pour s'adapter à comment il est utilisé, dans quel contexte il est utilisé, qu'est-ce qu'il veut identifier, qu'est-ce qu'il veut représenter. Et c'est quelque chose qui est normal de se préoccuper quand on étudie le sujet. Donc, jusque-là, tout va bien. Par exemple, il faut aussi faire attention au fait qu'il y a une conception d'ethnicité qui prend parfois des airs de déterminisme ou d'essentialisme biologique qui se cache derrière certains propos. Après tout, les notions de race ou d'ethnicité sont souvent utilisées pour identifier des personnes par leur apparence physique ou certaines caractéristiques qui sont perçues, sans que cela reflète celles auxquelles les personnes s'identifient ou même les nuances de leur identité en tant que telle. Donc, c'est quelque chose qui est imposé de l'extérieur très souvent. Depuis, la plupart des études tendent à tenir pour acquises les identités étudiées par des recherches souvent plus précises que celles que je fais en ce moment. Et cela alors que la plupart des questionnements terminologiques récents tendent à se faire malheureusement en anglais et non en français, ce qui rend leur application un petit peu plus difficile dans le contexte d'une thèse qui est en français, étant donné que le même langage ne veut pas nécessairement dire la même chose et que parfois un mot qui a deux sens différents dans un langage n'en a qu'un dans un autre. Donc, parfois, il faut essayer d'adapter le langage à des nouveaux contextes. En fait, plusieurs des termes qui sont souvent utilisés sont trop larges ou trop précis pour la recherche que je fais en ce moment. Par exemple, préciser afro-américain peut correspondre à une identité liée à un lieu, mais peut difficilement représenter l'ensemble des identités pensées comme africaines ou plus généralement liées aux personnes qui sont vues comme noires.
Même des termes plus vastes comme afrodescendant, qui inclut toute personne d'ascendance africaine, peu importe la couleur associée à leur peau, sont souvent résumés un synonyme de personne noire par la couleur de peau, sans prendre en compte le but initial d'un concept qui souhaitait justement se détacher de cette question-là pour être encore plus inclusif. Donc, on voit comment le langage peut changer et être utilisé avec le temps. Bref, il n'y a pas de choses faciles par rapport à ça. Depuis, la plupart des études tendent à tenir... Excusez-moi. Même des termes... non. La question des identités chinoises, quant à elle, bien que représentant un ensemble géographique, géopolitique surtout plus précis, ça ne permet pas vraiment d'identifier toutes les identités qui peuvent être affiliées à ce terme-là. Par exemple, l'identité ouïghour, qui a des pratiques, une culture et une histoire qui peut être différente et qui est souvent invisibilisée derrière ça, et d'autres identités qui s'y trouvent. Ça s'ajoute au fait qu'une personne peut ne pas se reconnaître dans une identité, même si elle semble pouvoir s'appliquer en théorie. Pour prendre un exemple très proche, c'est pas tout le monde au Québec qui vont s'identifier comme Canadien, même si pourtant c'est un trait qui pourrait être affublé à eux, qui pourrait leur être donné. Plusieurs vont surtout s'identifier comme Québécois et rejeter une appellation canadienne. Donc, ça permet d'avoir un exemple qui est assez proche. Bref, maintenant qu'on a fait un tour général de la question, en quoi ça s'applique au jeu et à ma thèse en tant que telle? Comme plusieurs médias narratifs, les jeux vidéo présentent des espaces et des entités qui sont à la merci des membres des équipes de développement. Une identité est imposée et les identités n'ont d'autre choix que de l'accepter et de la performer dans les jeux tels qu'ils ont été programmés. Une identité est, en fait, elle peut pas vraiment s'autodéterminer dans ces cas-là, est obligée de juste réagir, d'être qu'est-ce qu'elle a été. Évidemment, il y a l'aspect de la réception qui peut embarquer autour de ça, dans le sens que le public peut représenter cette identité-là, la concevoir différemment, l'accepter différemment, l'intégrer différemment, mais ça reste quelque chose qui est imposant en termes de comment que la personne va réagir, comment qu'elle va vivre son identité et comment qu'elle a été pensée et mise en place. Elle n'a pas d'autre choix, elle ne peut pas résister à ce que les développeuses lui font affubler comme identité, qu'est-ce qui a été assigné en tant que tel. Nous avons ainsi des entités et des lieux souvent créés par des personnes externes à ceux-ci. De plus, le but est souvent moins de recréer la réalité de ces lieux, mais de mettre en place une illusion de celle-ci. Cette illusion est souvent basée sur ce qui est considéré comme vrai plus que la réalité. En fait, on se base sur le vraisemblable ou le populaire, etc. Qu'est-ce qui est mis en avant dans les fictions et l'imaginaire des personnes qui produisent ces jeux ou qui sont en position de pouvoir de décider qu'est-ce qui est inclus et comment c'est inclus. Et bien qu'il faut se rappeler qu'une équipe de développement est composée de plusieurs individus qui ont des rôles différents et qui peuvent influencer de manière différente qu'est-ce qui est inclus et comment c'est inclus en tant que tel. Donc, ces jeux-là qui tendent à être majoritairement créés par des compagnies, des studios liés à différents degrés aux pays occidentaux et à l'imaginaire, vont affecter le contenu qui est à l'intérieur de ces jeux-là par un aspect occidental ou une vision qui est externe souvent aux lieux qui sont représentés. Cela tend à apporter des manières de concevoir les identités jugées comme externes, comme un autre différent, exotique, mystique, criminel ou même dangereux selon le jeu et l'œuvre qui est présentée. On arrive alors à ce qui devient notre principal problème au final, c'est on ne peut pas vraiment faire confiance à l'identité présentée dans la diégèse des jeux, bien que s'inspirant d'une conception du réel, elle ne représente pas vraiment celui-ci, mais plutôt une construction externe qui est haute, qui essaye de représenter cette identité-là, mais qui est en réalité une nouvelle identité en tant que telle, qui se veut être X, Y ou Z selon le terme. Depuis, il n'est pas toujours clair si on parle de l'identité réelle ou de celle imaginée, étant donné que les termes peuvent être les mêmes, même si on parle de deux constructions différentes. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui s'associe à une identité afro-américaine lui-même et qui revendique cette identité-là, son histoire, sa culture et une certaine vision de celle-ci, et moi qui décide que j'impose une identité afro-américaine à un personnage et il va agir comme de telle manière parce que j'imagine que c'est comme ça que ça arrive. Évidemment, il y a moyen de faire plus de recherches, il y a moyen de consulter, mais vous comprenez un peu qu'il y a une question d'imposer à une entité qui n'est pas une personne qui peut résister, qui peut revendiquer sa propre identité ou qui peut la modifier avec le temps.
Pour prendre en compte le fait que les entités vidéoludiques ont des identités qui sont créées par l'équipe de développement et qu'elles ne peuvent pas résister ou s'identifier autrement, nous avons décidé de nous inspirer du concept de asiatique utilisé par Christopher Patterson. Par ce thème, Patterson pointe vers le regard qui est porté sur une entité perçue comme autre, qui ne représente pas une identité réelle, mais plutôt un amalgame de ce qui est considéré comme asiatique, sans réellement que cela soit lié à une réelle connaissance de l'Asie et des nombreuses identités et cultures qui s'y retrouvent. Ce thème caractérise ainsi des formes, des espaces, des personnages que les joueurs, joueuses perçoivent comme liés à l'Asie, mais qui regroupent des caractéristiques qui n'y sont pas exclusives et qui peuvent difficilement être liées à une identité plus concrète en tant que telle. On référence ainsi plus une manière, un amalgame d'éléments et un style lié à l'Asie qu'une identité qui pourrait être liée à une personne en tant que telle. Évidemment, le sujet abordé par Patterson et son angle d'approche est différent du nôtre. Il faut les associer aux ensembles d'entités vidéoludiques qu'on étudie dans ma thèse. On veut ainsi se recentrer vers un langage qui est moins confondant en français, étant donné que, pour vous donner un exemple, Patterson utilise asienne et asiatique de différentes manières pour différents sens, mais en français, ça donne juste asiatique. Donc, il faut changer le langage qu'il utilise et l'adapter en conséquence parce que sinon, ce n'est pas très clair et ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. Donc, de la même manière, on veut éviter d'utiliser des anglicismes pour des thèmes qui vont revenir systématiquement au cours de la thèse, étant donné qu'on veut mettre en place un langage par rapport à ça. Il faut alors l'adapter au contexte des multiples entités chinoises et africaines vidéoludiques pour montrer l'amalgame qui s'est formé autour de ces identités sans réellement les représenter. Cela s'ajoute au fait qu'une identité pensée comme chinoise ou africaine peut être basée entièrement sur l'apparence de la personne sans prendre en compte son contexte réel, amenant ici une perspective où plusieurs populations qui seraient liées à une identité japonaise ou coréenne deviennent soudainement liées à une identité chinoise qui semble représenter soudainement l'entièreté de l'Asie en tant que telle, ou au contraire, avec le thème d'Afrique, on a des populations, par exemple, qui sont plutôt liées dans l'imaginaire au Moyen-Orient, qui habitent sur le continent africain, mais la plupart des personnes qui utilisent le thème d'Afrique pensent plutôt aux populations dites noires quand ils réfèrent au thème. Donc, on voit déjà là qu'il y a une création de ces termes-là et on reprend un peu cette création pour l'étudier en tant que tel et non pour la répéter, je tiens à préciser. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de prioriser des mentions telles qu'ethnicisées, identifiées et présentées et d'autres locutions du même type. On parlerait ainsi d'espaces identifiés comme chinois pour insister sur le fait que le jeu et l'équipe de développement présentent cette identité comme liée au lieu sans que cela représente vraiment la réalité de cet espace en tant que tel. De plus, nous écrivons toujours ces identités en minuscules, contrairement aux identités réelles, pour bien différencier ces deux ensembles et que ça soit très visible dans le texte, autant pour la personne qui lit que moi qui dois l'écrire et qui parfois n'est pas sûr de ce que j'ai écrit. On va se le dire. En fait, c'est une des raisons principales parce que je remarquais que quand j'écrivais sur ces deux identités-là, au final, même moi, j'avais des difficultés à faire la différence entre les deux instances et il y avait un besoin de rendre ça plus évident. Parce que si moi, je ne suis pas capable de le savoir, imagine quelqu'un qui lit et qui ne sait pas le texte. Donc, dans tous les cas, l'un d'eux représente plutôt des formes et des stratégies considérées comme relativement X imposées par l'équipe de développement, alors que l'autre représente une identité beaucoup plus complexe, beaucoup plus changeante, qui peut être revendiquée, résistée, acceptée, reprise, etc. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut étudier en tant que tel dans cette thèse. Cette différence est primordiale car nous n'étudions pas vraiment le réel, mais plutôt la construction identitaire qui se trouve précisément dans le jeu. De ce point, nous voulons explorer ses influences, ses évolutions, son histoire, ce qui peut faire référence à l'histoire et la culture aussi qui est liée à des identités réelles. Mais ce dernier point ne sera jamais au centre de l'étude. Ça va juste servir à mieux comprendre l'information de ces identités et d'où ils proviennent, comment ces discours-là ont été construits, sur quoi ils se basent et à un certain point, c'est quoi les discours dissonants par rapport à celui-ci qui nous permettent de le remettre en question ou de comprendre sa différence par rapport à des identités bien réelles et les écrits qui sont faits par rapport à ça.
De plus, il faut savoir, parce qu'on pourrait me dire, ben, pourquoi tu n'utilises pas juste les identités qui sont écrites dans le jeu? Ça serait beaucoup plus simple. Pourquoi tu essayes de faire autant de travail pour ça? Ben, il y a aussi des problèmes par rapport à ça. D'une part, on ne veut pas nécessairement reproduire le langage. Oui, merci. Le langage et des termes qui sont parfois réducteurs, absents ou assez racistes dans certains cas, rendant cette méthode assez limitée pour les parties plus générales de notre analyse. Évidemment, c'est important de les prendre en compte dans notre analyse, mais ça ne veut pas dire qu'en tant que chercheur-chercheuse, on doit reproduire ce langage-là dans les parties à l'extérieur. Et à un certain point, ça permet de régulariser le langage parce que dans certains cas, il n'y a juste pas d'identité comme telle qui sont mis en avant, outre des indices qui nous permettent de dire « Ah, c'est peut-être ça », mais on ne sait pas est-ce que ça se passe en Amérique, est-ce que ça se passe en Europe. Je ne sais pas, je ne peux pas donner une vraie identité en tant que telle. Donc, ça permet d'éviter ça aussi, sans parler de toutes les utilisations du mot en N et autres qui peuvent arriver. Donc, maintenant, on a parlé un petit peu de théorie, on va y aller avec un petit peu plus de concret. Par exemple, avec la figure du quartier chinois de Watch Dogs 2, où est-ce qu'on a un quartier, un espace réel, en fait, qui sert d'inspiration, qui a été reproduit en partie, ou plutôt qui a été mis en place. On voit un espace qui a été inspiré qui a été mis en place et qui a été changé en entrant dans un monde vidéoludique, qui a été adapté à la jouabilité et autres. Et on met en avant assez rapidement l'identité qui est associée, ne serait-ce qu'avec le nom. Donc, on le voit assez vite. Mais la représentation des caractéristiques du quartier et de ses habitants est soumise aux perceptions d'identité chinoise et de ses espaces. Il s'en crée un nouveau lieu vidéoludique qui fait référence à un lieu réel qui existe vraiment à San Francisco, sans réellement représenter toute la complexité. Ici, un choix sur, je ne sais pas si on voit bien la description, mais dans la description, surtout, on fait un choix de mettre en avant un rôle touristique, un rôle commercial un peu qui est mis et qui fait part d'un choix qui est basé un petit peu sur autant le lieu physique que sur l'imaginaire et l'utilité dans le jeu de cet espace, qui est un espace qui est différent et qui sert d'autres utilités et qui met un peu de côté tout ce qui est population, communauté et autres. Dans le cas des lieux qui prennent appui sur ces identités, mais dans un futur lointain, dans l'imaginaire, dans des mondes alternatifs et autres, ou dans des villes fictives, la dissociation est encore plus visible et évidente, alors que ces lieux sont basés sur une idée de ces identités qui laissent encore plus la place à la mémoire et l'imaginaire liés à leurs caractéristiques. On voit tout de même que les constructions identitaires liées aux espaces et aux populations ethnicisées comme africaines et chinoises gardent certains traits qui perdurent malgré un contexte foncièrement différent de la réalité. Par exemple, les espaces pensés comme chinois restent liés au commerce et au restaurant et il y a peu ou pas de variété dans la manière de présenter ces espaces. Malgré toute imagination qui pourrait être mise en place et des jeux qui se passent dans des futurs où est-ce qu'il y a des technologies qui n'ont pas de bon sens, on reste quand même avec la même idée de ce qui est un quartier chinois qui perdure. Et on ne sort même pas pour essayer de créer une nouvelle vision de ces quartiers-là qui se détacheraient de cette identité dans un monde idyllique ou différent. On reste encore avec ces associations-là, ces représentations-là, cette mémoire-là qui, malgré un contexte différent, reste cristallisée et perdure d'année en année. Et je peux vous dire qu'un des aspects de ma thèse, c'était d'essayer de voir l'évolution au travers le temps. Le point est qu'il y a très peu d'évolution à travers le temps. Et que ça revient constamment avec quelques différences et quand même quelques essais et nuances apportés par certains jeux, je dois le dire. À 87 jeux, je dois faire des généralités. Donc, bon. En fait, cette terminologie que je vous ai présentée permet de facilement mettre en évidence les constructions sociales et culturelles, j'arrive presque, il me reste 2 paragraphes, liées à notre sujet, au point où notre thèse montre des similarités dans la manière de représenter différents groupes et dans les thématiques qui sont apportées par rapport à eux. Une situation qui n'est pas unique au jeu, alors que la représentation partage plusieurs similarités avec la manière dont d'autres médias tels les journaux, le cinéma, les films, les romans représentent ces espaces et leurs populations, des représentations qui peuvent s'inspirer du réel, mais qui proviennent plus de l'imaginaire et de la vision occidentale qui est hégémonique dans les médias, plus que d'une vision nuancée et interne de ces identités. Je vais aller assez rapidement sur la conclusion, donc je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit, mais
il faut quand même savoir que cette terminologie-là est mise en place pour aider à recentrer l'étude, tout en acceptant que la représentation des jeux va nécessairement être une création qui est différente des identités réelles. Je n'étudie pas les identités afro-américaines, j'étudie une représentation, une construction sociale et culturelle de celles-ci qui se retrouve autant dans les jeux que dans d'autres espaces, créant un peu notre imaginaire une brique à la fois. Il ne faut pas dire que les jeux vont endoctriner ou autre, mais font clairement partie d'un mur de briques et sont une brique parmi tant d'autres qui construisent et aident à garder intactes ces représentations-là, cet imaginaire-là, cette vision parfois stéréotypée d'autres identités. Donc, évidemment, il a fallu que je condense beaucoup pour le temps. Donc, si vous avez des questions, commentaires et suggestions, je vais me faire un plaisir de vous répondre. J'ai beaucoup plus de choses à dire que j'ai pu en parler. Commentaire, la feuille est là pour vous protéger de moi qui déblatère pendant un an. Merci beaucoup, Sylvain, pour la présentation. Super intéressant, je pense vraiment important de passer à travers cet acronyme-là, puis de tout faire ce travail-là en amont, qui pourrait, sinon on n'avancerait pas. C'est super important. Les questions, je vois déjà beaucoup de mains. Oui, en fait, pendant que je t'ai parlé, je me posais la question s'il y avait une place dans ta thèse, parce que, tu sais, depuis plusieurs années, mais on va dire comme 2, 3, peut-être 4 ans, il y a un discours qu'on entend, surtout au niveau des films, au niveau des jeux vidéo, je ne l'ai pas vraiment vu, mais tu sais, comme quoi il y a une surreprésentation des personnages, par exemple, on va dire des communautés comme africaines, etc. Il y a trop de noirs dans les... Le discours, tu sais, il est là, il existe. Et surtout, exemple, des films de Disney. Fait que je me demande s'il y avait une place dans ta tête où tu discutais ce genre de réception-là. Tu sais, des fans qui voient ça, qui se disent comme « Ah, il y a trop de représentation. » OK, de même. Parce que ton cadre, je le trouve intéressant parce que tu parles des communautés chinoises, des communautés asiatiques, des communautés africaines. Puis c'est un débat qui est revenu encore avec le nouveau jeu qui s'en vient d'Ubisoft, de Assassin's Creed, qui va se dérouler au Japon, mais que le personnage principal, c'est un Africain, en fait. Donc là, ça a explosé. Hein? Les gens étaient comme, ben là, ça se peut pas, ça n'a pas de sens. Mais Yasuke. Je sais, mais je comprends le discours. Fait que je me demandais s'il y avait une place dans ta thèse pour ce genre de réception négative-là, en fait. Je dois avouer que mon but est plus d'étudier et d'analyser comme un texte les jeux qui représentent ce type d'espace-là. Je dois avouer, par exemple, que j'ai très peu parlé de comment j'analyse ces espaces-là parce que manque de temps, ce n'était pas le point aujourd'hui. Mais un élément que j'ai mis en avant comme outil, c'est une grille quantitative qui justement répertorie est-ce que le protagoniste est lié à un des espaces étudiés dans tel jeu? Est-ce qu'il y a des personnages liés aux communautés LGBTQ+. Et bon, sur ce dernier point, je peux les compter sur les doigts de la main littéralement, on va se dire. Évidemment, dans le cadre des espaces étudiés, donc ça restreint aussi beaucoup, mais ça apporte quand même une vision de ce qui est mis en avant. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup moins de femmes et qu'en réalité, dans les personnages qui sont, même en ayant un corpus qui met en avant des personnages qui sont plus ethnicisés, ben, il y a beaucoup plus de personnages qui ne le sont pas. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit à travers l'étude quantitative. En fait, on voit une invisibilisation et une tendance à invisibiliser, en particulier pour les espaces qui se veulent afro-américains, où est-ce que... Ça serait le sujet d'une autre présentation, mais j'ai un chapitre entier qui parle des zones grises. Et un des points par rapport à ces zones grises-là, c'est que quand je suis arrivé pour étudier les espaces afro-américains, il n'y en avait pas tant, parce que la plupart sont cachés dans le sens qu'on remplace toute la culture afro-américaine, l'histoire et autres, par des gangs de rue dans des espaces, la culture de gang. Et souvent, c'est plus par des aspects de il y a plus de personnages de cette identité-là qui est présent dans l'espace, où l'histoire accentue plus ces identités-là, qu'on peut commencer à faire OK, il y a quelque chose, mais c'est pas comme excusez, bon, ça marche plus. C'est pas comme ici où est-ce que tu as littéralement le thème Chinatown, à part quand c'était lié à la communauté de la diaspora haïtienne, où est-ce que là, il y avait plus de présence. Évidemment, mon étude est déjà biaisée par rapport à ça, donc je ne peux pas démontrer que ces discours-là sont faux, même s'ils sont. Ce n'est pas le but de l'étude.
Mais je peux dire qu'il y a eu des problèmes même à trouver ces espaces-là. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de fois où est-ce qu'il était ajouté et que c'était pour le décor puis rajouter une diversité d'ennemis, mais il n'était pas important à l'histoire. C'était très accessoire, c'était très secondaire où on a notre beat 'em up, puis finalement, il y a un quartier chinois où est-ce que tu traverses, puis tu as un ennemi qui ressemble à un ninja pour aucune bonne raison, et ça finit là. Malheureusement, je ne peux pas bien répondre à ta question avec ce que j'ai en ce moment. Oui, c'est vrai, toi, tu avais déjà joué quand même. Fait que Loïc, puis après ça, merci vraiment beaucoup pour la présentation. Honnêtement, c'est un travail auquel je ne me suis pas adonné quand j'ai repéré le nœud théorique que tu as pointé out là. C'est ma courte. Puis c'est pas n'importe laquelle parce que dans le sens, quand j'ai écrit ça, c'était vraiment que j'étais coincé théoriquement. Je m'intéressais aux personnages féminins dans les jeux de rôle japonais, précisément les enjeux théoriques que tu soulèves, comment étudier ça, et j'ai décidé de ne pas faire ce que tu as fait, parce que je suis comme bon, maintenant, ça ne marche pas. Fait que j'ai fait un dodge théorique. Je précise que agentivité, il est marqué comme au singulier sans toute la mise en contexte, comme évidemment, mon dodge, c'est de dire il y a plusieurs définitions. Il y a des définitions en études littéraires qui, elles, parlent de fiction et donc sont plus adaptées. En jeu vidéo, on a beaucoup tendance à parler de l'agentivité des personnes qui jouent et c'était de là que venait ce problème-là théorique. Je fais juste laisser parce que je suis sûr que votre salle m'attend en tournant pour les définitions d'agentivité. Mais Black Apart, vraiment, merci. Du coup, sur cette tension-là, on va dire, entre agentivité plus fictionnelle, narrative, versus agentivité plus ludique, je me demandais si, dans ta gestion de ces régimes de représentation-là occidentalisés, tu voulais t'attarder aussi aux mécaniques de jeu, en fait, à qu'est-ce qui se passe dans le jeu ludiquement dans ces espaces-là? Oui. Non, je ne m'arrêterai pas là, mais ça fait partie beaucoup, parce que moi, j'étudie surtout les espaces et l'identité qui est liée, mais l'espace, ça inclut aussi la manière de naviguer, qu'est-ce qu'on y fait dans l'espace, à quoi il sert comme espace. Et souvent, qu'est-ce qu'on remarque, c'est des espaces que, bon, je m'inspire beaucoup des théories de McGregor là-dessus, des espaces de conflit, où est-ce que tu te promènes dans l'espace pour affronter des personnes. Et ça fait en sorte que les personnes que tu rencontres dans cet espace-là ont tendance à être des antagonistes qui sont ethnicisés. C'est l'autre, c'est l'étranger, ce quartier-là, oui. C'est l'enclave. Ou dans certains cas, il y a des jouabilités qui sont basées sur des stéréotypes. Je pense à Punch Club, où est-ce que tu peux visiter un quartier chinois qui est tout en fête, tout en festival, et tu as le médecin un petit peu louche qui te donne des remèdes un petit peu... oui, puis qui est ouvertement louche et que tu peux payer pour te faire guérir. Donc, il y a l'importance des rôles est très importante pour voir comment on représente cet espace-là. Qu'est-ce qu'on a pris de ces identités-là, soit de leur représentation, soit d'éléments qui sont dans les discours de tous les jours, et qu'est-ce qu'on les a mis. C'est étrange qu'en réalité, il y a plusieurs jeux que je pourrais résumer à Big Trouble in Little China 2. Donc, c'est aussi que ce qui est important, c'est que, surtout pour les identités afro-américaines, j'ai parlé. Là, j'embarque un peu sur une autre présentation que je vais faire dimanche, mais un aspect, c'est que vu qu'on passe souvent par la criminalité pour rencontrer ces populations-là et que c'est souvent mis en avant même dans les cartes. Bon, Cyberpunk n'est pas le pire exemple, mais c'en est un bon quand même parce qu'il est même écrit sur la carte. La plupart de tes interactions passent par des personnages criminels avec lesquels tu interagis, tu peux poser des questions et autres. Donc, la jouabilité est associée à eux. Et en même temps, tu peux donner leur ennemi et les attaquer. Donc, étant donné que c'est des entités criminelles, ça valide le fait de pouvoir les attaquer, entre guillemets. Donc, il y a une importance au rôle qui est donné aux personnages dans l'espace, comment on peut interagir avec eux et la jouabilité. Alors que dans d'autres cas, par exemple, je pense à Prototype, le premier, c'est un quartier chinois qui est sur la carte, puis c'est ça. Il n'y a pas de différence. C'est copy-paste de ville comme les autres. Donc, c'est pas la même chose. Alors que tu as d'autres quartiers aussi que ça peut être plus basé sur il y a des passants qu'on remarque et c'est ça qui donne l'idée, etc., les boutiques. Bref, je commence à me perdre, excuse-moi. Mais une chose à dire pour te rassurer,
je t'ai cité une fois par rapport à l'agentivité, c'est correct, qu'est-ce que tu as fait? C'est dans ma thèse, puis je pense que je l'ai fait aussi dans une des diapositives, mais c'était très utile. Et ton work sur les espaces, en tout cas, je vais le noter aussi parce que ça pitch avec. C'est tellement cool. On aime ça, l'amour et l'échange. Juste comme, est-ce qu'il y a aussi un aspect de se demander mais quelle est cette actantalisation? Qu'en est-il de jouer un personnage de cette identité-là? Le point est que c'est très rare les personnages que tu peux jouer. J'ai pas ma grille d'analyse en ce moment, donc je ne vous raconterai pas n'importe quoi en termes de chiffres, mais c'est très peu et souvent on joue un personnage qui est externe, que ce soit dans un Grand Theft Auto ou est-ce qu'à part celui sur Chinatown War ou est-ce que tu joues un membre des triades, tu joues tout le temps quelqu'un qui est extérieur, qui visite l'endroit et qui va interagir presque exclusivement avec des personnes de cette identité-là en étant à l'endroit en tant que tel. Donc, il y a une espèce d'enclavement qui se passe et souvent, les protagonistes sont des visiteurs qui voient les choses de l'extérieur et qui renforcent un peu cette vision occidentale de ces quartiers-là parce qu'on passe par des yeux qui ne connaissent pas ce lieu. Premièrement, je veux juste dire que j'ai... je m'excuse, vas-y. Excusez-moi, mais je pense que c'est un peu long. Finalement, je veux savoir, est-ce que pour tes recherches, est-ce que c'était intéressé en fait à des espaces qui étaient développés dans des jeux par des gens qui font partie des communautés concernées? Peut-être pour faire des comparaisons, peut-être même pour voir s'il y a des influences, des pressions créées pour une communauté internationale qui a adopté des stéréotypes. J'avais voulu au départ, c'était une de mes volontés, et au final, qu'est-ce que j'ai remarqué rapidement, c'est que soit c'était des jeux souvent très éducatifs qui étaient difficiles d'accès pour moi, et ça faisait en sorte que c'était plus difficile, ou que on ne nommait pas nécessairement de quartier ou d'espace précis qui était associé. C'était par exemple voir l'expérience de vie de quelqu'un qui s'identifiait comme afro-américain ou de personnages qui s'identifiaient comme tel, et je ne pouvais pas le lier à ma thèse parce que un de mes critères, c'est que ça soit visible ou qu'il y ait des indices forts ou un rassemblement de plusieurs petits indices que c'est un espace. Et en fait, c'est une des faiblesses de ma thèse, c'est que en choisissant de me concentrer sur des endroits qui sont ouvertement des espaces qui sont ethnicisés, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs jeux qui ne mettent pas l'accent sur ces espaces-là un peu d'enclave, qui passent un peu à côté de la trappe et que je ne peux pas étudier dans le cadre de cette thèse-là, malheureusement. Et un autre aspect, c'est aussi que je n'ai pas pris en compte les jeux sur téléphone mobile parce qu'il y en avait juste trop. Et beaucoup des jeux faits par la communauté, les communautés de ces quartiers-là ou des jeux plus éducatifs peuvent passer par les téléphones mobiles parce que c'est un type de développement qui est plus accessible autant pour les joueurs-joueuses que pour les personnes qui développent. Donc, ça rend les choses un petit peu plus compliquées par rapport à ça. Malheureusement, il a fallu que je mette de l'eau dans mon vin. Non, mais en fait, ma question était presque celle de Jessie. Je voulais juste dire que je n'ai pas le monopole sur le terme de la gentilité. Vous avez bien le droit d'utiliser la définition. Merci de le dire. Merci de me donner la gentillité. C'est pas ma définition qui est la bonne. Pour ma défense, j'ai essayé de faire appel à toi, mais beaucoup trop tôt dans ta démarche. C'est fini. Non, mais en fait, ma question, c'était presque celle de Jessie. Je voulais savoir s'il y avait des jeux de ces communautés-là qui représentaient leur communauté, mais tu sembles dire que si, oui, c'est un peu inaccessible. Ça a nuancé quand même. Là. Il y a aussi le fait que je me suis limité en termes d'années à la sortie de Cyberpunk 2077 pour ne pas juste rajouter des jeux à l'infini à ma thèse. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des projets plus récents que je connais. Et il y a aussi le fait qu'on parle souvent d'équipes de développement qui ont plusieurs personnes et parfois, sans aller faire une histoire orale qui dépasse largement ma thèse et qu'est-ce que je veux faire, c'est dur de savoir qui a travaillé sur quoi et c'était quoi son identité. Et à un certain moment, ça peut même être un problème dépendamment de comment c'est fait et l'éthique de la chose. À moins que tu travailles avec Alexandre sur les trucs autobiographiques, là, vous avez comme le perfect match. Mais je tiens à dire que moi, j'ai pas réussi à les rentrer et il y en a plusieurs que j'ai pas vus, mais
on s'entend qu'à un certain moment, il y a eu des redondances dans les résultats et j'ai arrêté de chercher aussi. Mais oui, puis à un moment donné, pour une thèse, c'est comme définir quelque chose, là, ben, ça suffit. Il faut que tu travailles sur ce que tu as. C'est tout à fait. On croirait entendre mon directeur et plusieurs jeux qui dit « T'as trop de jeux ». Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être juste, il y avait une ici, je pense, à les espaces représentés style le quartier chinois dans des jeux créés en Chine. J'en ai une seule en tête. C'est Honkai Impact 3, un jeu mobile dans lequel il y a une ville qui est inspirée de la ville de Chongqing en Chine et un peu de Hong Kong. Donc, c'est une ville extrêmement style cyberpunk avec des néons, des restaurants, de la criminalité, en montagne aussi. C'est un exemple excellent, mais étant donné que je crois que dans Honkai Impact, c'est pas directement lié à une identité chinoise de notre réel, je ne l'inclus pas. Je suis très au courant des limites et je connais ces exemples-là, mais ça va faire partie d'une autre étude. Faut qu'il y en ait un qui sauve. Merci pour ta présentation. Ça m'a fait beaucoup penser au travail de Régina qu'on a croisé à History of Games, qui avait comme corpus les jeux Yakuza. Puis elle s'intéressait aussi aux jeux sur la représentation du parrain, puis c'est la mafia un peu italienne. Et donc, si tu veux lui écrire, je suis certaine qu'elle serait intéressée de partager sa méthode, un peu ce travail-là, mais pour Tu m'en parleras ultérieurement, parce qu'on se connaît assez pour ça. Sinon, c'est intéressant parce que justement, j'en parle très peu parce que c'est un peu un corpus à part dans mon corpus, mais ça inclut aussi des jeux Yakuza qui a l'aspect spécial que c'est un jeu qui a un quartier de l'État Asia qui est dans un contexte lié à l'Asie aussi, et ça fait en sorte que tu as des éléments qui sont semblables, mais tu as aussi des éléments qui sont très différents dans la manière de le présenter. Puis aussi, pour terminer ma question, avec une question peut-être, au moment que tu parlais du défi de l'abstraction qui se crée là, dans la représentation, je me demandais si tu n'avais pas, moi ça me faisait penser que c'est une espèce de stratégie que, qu'importe la manière qu'on va le traduire, on serait capable de représenter ou donner un sentiment de proximité sur la représentation qui est différente d'une population à l'autre. Et donc, la question de Jessie est valable, d'internationaliser le jeu en mettant une abstraction assez floue sur ces choses-là qu'on ne connaît pas tant que ça, qu'on veut présenter, mais puis tout le monde reconnaisse cette représentation un peu floue, finalement, à leur manière pour internationaliser le phénomène de représentation chinoise et américaine. Ça fait partie quand même assez beaucoup du problème, mais en fait, c'est parce qu'il y a une reconstruction qui s'est faite dans un contexte très occidental de qu'est-ce qu'est cette identité-là, qu'est-ce qu'est un quartier chinois, qu'est-ce qu'est, etc. On peut continuer à l'infini. Et souvent, pour essayer de faire référence et que ce soit facilement compréhensible dans des œuvres, on a tendance à faire référence à cette construction-là, avec parfois des éléments de réel. On va peut-être essayer de reproduire une partie du quartier, évidemment dans les limites d'un jeu où est-ce que recréer l'entièreté d'une ville à un certain moment, ça va être souvent à parcourir, pas tant utile pour les joueurs-joueuses. Sans compter que ça va faire beaucoup de travail. Mais en même temps, ça fait aussi part du problème il y a une perception qui est vue comme internationale, qui est celle d'une Europe, d'une Amérique blanche, et qui est pris comme le mémo de « Ah oui, pour toucher ces personnes-là, on va reprendre quelque chose qui est facilement perceptible, quelque chose qui va être reconnu du simple coup d'œil. » Et on est un peu enfermé parce que ça fait juste renforcer ces représentations-là à l'infini parce qu'on les reproduit, on les recrée, on les réactualise et on les remet encore de l'avant, ce qui fait en sorte qu'on est encore plus enfermé dans cette boule-là, alors qu'en passant justement par des jeux plus mainstream qui sont disponibles dans le public, qui prendraient un petit peu plus le temps d'expliquer, de faire explorer, de changer ces perceptions-là, ça donnerait une autre vision et ça pourrait tranquillement, sans chambouler complètement l'industrie et comment ces discours-là sont faits, être une nouvelle brique pour un nouveau mur qui va se construire sur des bases différentes, en ayant l'aide de plusieurs discours, de plusieurs méthodes à force de s'amonceler. Donc, il y a quand même des raisonnements pour sortir de ça parce que justement, si on fait juste reproduire qu'est-ce qui est reconnaissable, on ne changera jamais qu'est-ce qui est reconnaissable et on va continuer d'avoir les mêmes
un peu les mêmes constructions qui vont se répéter à l'infini avec leurs défauts et tout. Pour une dernière petite question, Francis. Oui, je me demande comment tu fais la distinction entre l'identité réelle et l'identité pour la représentation de l'identité. Ben, la réponse est tout simplement que je n'étudie pas les entités réelles, donc j'y touche pas vraiment. Mais en fait, c'est que de la manière que ça va être fait dans ma thèse, l'utilisation de majuscules. Déjà là, ça l'indique assez amplement en tant que tel, de deux, l'écrire concrètement, que là, je parle de qu'est-ce qui se passe dans la réalité en me basant sur des études, sur des ouvrages. Par exemple, un des problèmes dans la représentation des quartiers afro-américains, c'est que souvent, on va représenter la pauvreté, on va représenter la criminalité, on va effacer l'histoire, la culture, ça, j'en ai parlé. Mais on va aussi effacer les raisons derrière la pauvreté qui est liée à ces quartiers-là. Par exemple, on ne parlera pas du redlining, on ne parlera pas des clauses excluantes qui faisaient en sorte que certaines personnes ne pouvaient juste pas avoir certains logements à certains endroits. Et on ne parlera pas de toutes ces méthodes-là qui étaient faites pour ségréguer. Et au final, je n'ai pas le choix, en analysant, d'aller voir un peu ces études-là, ces expériences de vie-là, pour pouvoir montrer que oui, c'est comme ça que c'est représenté dans le jeu, mais il y aurait d'autres moyens de le représenter parce qu'on ignore totalement une réalité de ces quartiers-là qui peut être intéressante dans certains types de jeux, qui peut être intéressante à explorer, à montrer, à faire connaître, mais qui est totalement oubliée parce que Gangstar est tiré dans les rues.